Bienvenue tout le monde à ce webinaire sur comment transformer vos visiteurs de site web en clients. Je vais commencer par me présenter. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Chloé Michalski. Je suis la directrice marketing chez Cyber Impact. Rapidement, Cyber Impact, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est une plateforme de marketing par courriel canadienne. Donc, avec ça, vous pouvez personnaliser, faire de la segmentation, créer vos infolettes à l'image de votre marque, faire du marketing automatisé et une foule d'autres choses. En plus, elle est conforme avec la loi 25 et toutes les lois canadiennes. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Patricia. Je vais te laisser te présenter. Oui, donc bonjour, moi c'est Patricia Fiatrouche, fondatrice donc de PF Communication. C'est une entreprise qui fait de la création de sites web et des mandats de référencement naturel, donc pour permettre à nos clients de sortir le plus possible dans la première page de Google. Je fais ça depuis plusieurs années. Ça fait 9 ans que j'ai mon entreprise, mais ça fait plus d'une quinzaine d'années que je suis dans le métier des communications et du marketing. Et ben, également, dans les dernières années, veut pas, on s'est intéressé à tout ce qui est marketing par courriel, tout ce qui est loi 25, t'en as glissé un mot tantôt. Donc, c'est vraiment un monde qui est en mouvement constamment. Puis chez PF Communication, on essaie vraiment d'être à l'affût de toutes ces nouveautés-là. Et notre outil de prédilection, c'est Cyber Impact pour le marketing par courriel. Fait que quand tu m'as proposé qu'on fasse un webinaire ensemble, j'ai tout de suite accepté. C'est un outil que j'implante chez plusieurs clients et qui est très, très apprécié et qui a, on va en parler aujourd'hui, mais tellement un rôle important à jouer dans ce tunnel-là dans lequel on peut passer les gens pour qu'ils se passent des visiteurs à des prospects à finalement des clients. Donc voilà. Super, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de plusieurs éléments. Premièrement, Patricia va faire une introduction à c'est quoi la génération de prospects. Elle va vous parler de stratégies, d'outils que vous devriez mettre en place. Ensuite, elle va parler de la conception, donc comment bâtir des landing pages efficaces pour augmenter vos chances de conversion. Par après, je vais vous parler de stratégies pour mettre des formulaires pop-up sur vos landing pages ou vos pages web. Et finalement, je vais parler de marketing par courriel au niveau du lead nurturing, donc comment nourrir les prospects. Et finalement, à la fin, il va y avoir une période de questions et réponses. Dans le bas, dans le fond, vous avez soit une fenêtre qui s'appelle questions et réponses ou le chat. Je vous invite à poser vos questions tout au long de la présentation dedans. Puis vers la fin, je vais pouvoir les lire à voix haute et on va pouvoir y répondre ensemble. Donc, Patricia, je te laisse faire l'introduction. Oui, absolument. OK. Donc, c'est quoi la génération de prospects en ligne? On entend beaucoup de termes, hein. On va entendre lead, prospect. Est-ce que ça veut dire la même chose? Oui, souvent, c'est des synonymes. Donc, un lead, un prospect. On va ensuite essayer on va mettre en place des stratégies pour les convertir en clients. Mais dans un premier temps, ces gens-là, c'est des inconnus, souvent. Donc, c'est des gens qui peuvent arriver de différentes façons vers vous, vers votre entreprise, vers votre site web. Il y a différentes stratégies que j'espère vous avez déjà commencé à mettre en place, mais que vous pourriez commencer à mettre en place dans les semaines qui suivent si ce n'est pas déjà fait. Dans un premier temps, il y a le référencement naturel, le SEO. J'en ai parlé tantôt, c'est des stratégies qu'on met en place sur notre site web principalement pour le faire ressortir dans les moteurs de recherche, Google étant le plus connu, le plus utilisé. Ici, on attire un trafic qui est organique avec le SEO. Donc, on ne paye pas une plateforme pour qu'elle nous pousse notre contenu vers les visiteurs. C'est vraiment de fait de manière naturelle, et je mets des guillemets parce qu'il y a des stratégies, il y a beaucoup de stratégies qu'on peut mettre en place. Puis évidemment, ben, on ne paye peut-être pas une plateforme, mais on paye un individu. Au final, ce n'est pas gratuit, mais c'est ce qu'on appelle quand même du marketing qui est organique. Souvent, le trafic qui va venir du SEO, ça va être un trafic assez froid. Ce pas des gens qui vous connaissent déjà. Ça peut arriver, mais de manière générale, c'est des gens qui ont un problème, qui ont une situation. Ils cherchent une réponse à leurs questions et ils vont atterrir sur votre site parce que vous avez la réponse. Puis là, ensuite, ils vont découvrir tranquillement, pas vite, vos produits et vos services. Ensuite, les réseaux sociaux permettent également de faire de la génération de prospects. Sur les réseaux sociaux, c'est sûr qu'on est plus dans un mindset où on crée du contenu pour
créer une connexion avec notre auditoire. Donc, on va créer un contenu souvent qui va être soit informatif, ludique, qui va permettre de démontrer notre personnalité, mais aussi nos produits, nos services, mais on n'est pas dans la vente nécessairement. Et très souvent, les gens peuvent arriver du SEO organique. Donc, si vous avez un blog, par exemple, et ils vont lire un article de blog, puis ils vont découvrir vos réseaux sociaux. Donc, on met des boutons, hein, évidemment, sur notre page web pour que les gens puissent ensuite nous découvrir et nous suivre sur les différentes plateformes. Ensuite, ben, la publicité en ligne, on ne se le cache pas, c'est un levier qui est extrêmement puissant, qui coûte cher, c'est certain. Donc, on l'utilise dans des situations plus ciblées. On va en parler tantôt. Ciblées autant au niveau des audiences qu'au niveau de ce qu'on souhaite comme conversion. Parce que comme on met de l'argent sonnant, on veut s'assurer que chaque dollar investi, il y a le plus gros retour sur investissement possible. Dans toutes les stratégies, ça va être ça, mais c'est encore plus vrai lorsqu'on paye pour de la publicité parce qu'on voit vraiment les dollars partir. On les voit là, à la scène près pratiquement, là, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Google Ads, par exemple, Instagram aussi. On peut maintenant aussi faire de la publicité sur TikTok et autres. Donc, la publicité en ligne, mais aussi, surtout, on l'a mis en dernier, mais je vous dirais que c'est probablement la première stratégie que je vous conseillerais à mettre en place, c'est du marketing par courriel. Donc, d'avoir une liste courriel qui va vous permettre de garder un contact avec votre audience, avec ces gens-là qui sont encore au stade de prospect, mais qui vont tranquillement, pas vite, découvrir aussi votre écosystème. Mais là, à ce moment-là, vous êtes beaucoup moins assujetti aux algorithmes des plateformes. Il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte dans le marketing par courriel. On le sait qu'on peut atterrir dans les spams. Il y a d'autres, on en reçoit beaucoup, donc les gens ne vont pas nécessairement tout ouvrir ce qu'on envoie, mais on a beaucoup plus de chances de se rendre à destination. Donc ça, c'est comme les 4 grandes familles, stratégies qui peuvent nous permettre là, de générer des prospects, en fait, et de les convertir en acheteurs. Donc, voilà pour mon intro. Ensuite, j'essaie de passer à la slide suivante. OK, et voilà. C'est quoi les outils qui sont nécessaires? Puis quand on parle d'une entreprise, bon, qui fait du marketing numérique, souvent la facture peut monter assez rapidement. OK? On va avoir besoin, évidemment, d'un site web. Est-ce que c'est un site qui va être sur une plateforme qu'on va payer mensuellement comme Wix ou Squarespace ou Shopify? Ou est-ce que c'est un site web sur WordPress, par exemple, qu'on paye un hébergement qui est annuel, mais qu'on ne paye pas pour la plateforme? Il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte au sens que le choix d'une plateforme va dépendre de beaucoup, beaucoup d'éléments. Si on fait de la vente de produits physiques, par exemple, on va beaucoup plus aller vers Shopify. Si on veut créer un site de contenu, on va aller peut-être plus vers WordPress. Si on veut faire de la vente en ligne de produits numériques, on va peut-être plus aller vers Thrivecart. Là, je fais vraiment comme du name dropping. Si vous ne connaissez pas ces outils-là, on pourra vous faire une liste. Mais bref, ça vous prend un endroit où tout peut être créé, un site web ou une plateforme de création de landing page. Il y a Swipe Pages, il y en existe plusieurs. Moi, j'ai plus tendance avec mes clients à leur créer des pages de vente directement dans leur site web pour avoir le plein contrôle. Mais on pourrait dire, vous avez un site web sur Wix, par exemple, on y touche pas, ou oui, on y touche, on fait des stratégies on crée du contenu, des articles de blog, mais toutes les pages de vente, les landing pages on va détailler tantôt, peuvent se faire sur une autre plateforme. Mais l'important, c'est que vous ayez à portée de main et que ce soit vous-même ou que vous engagiez une agence pour le faire. C'est sûr que je vais toujours prôner, même si j'ai une agence qui fait de la création de sites web, que les clients soient autonomes, qu'ils puissent aller. Tu te réveilles un matin, tu as une bulle au cerveau, tu te dis: oh mon Dieu, ça me prend une page. Là, je vais dire une page de capture, je vais vous expliquer un petit peu plus ce que c'est tantôt. Rapidement, on peut se revirer de bord, on va en créer une sur notre site, on est autonome et on a accès à tout notre matériel. Donc, dans un premier temps, un site web. On ne peut pas créer des landing pages sur Facebook, on ne peut pas créer des landing pages sur Instagram. Ça nous prend notre environnement à nous. Ensuite, ben, un outil de marketing par courriel.
Cyberimpact, évidemment. Un outil, donc, qui va nous permettre de récolter des leads, qui va nous permettre de récolter des adresses courriels et donc pour commencer à implanter une stratégie de marketing par courriel. Les réseaux sociaux, bien sûr, on va vouloir faire partager les contenus qu'on crée sur les réseaux sociaux et de la publicité en ligne, si vous avez les budgets. Souvent, au début, on n'a pas nécessairement les budgets. On va commencer à créer un petit peu plus du contenu organique, puis après, on va se lancer en publicité. Mais dans certains cas, ça peut être vraiment pertinent d'aller rapidement en publicité si vous avez une gratuité ou quelque chose, un e-book, une série de vidéos gratuites. Ça peut être intéressant d'aller payer pour de la publicité parce que quand on donne des trucs qui sont gratuits, ben, très souvent, le coût par conversion va être plus bas parce que les gens vont rapidement dire oui, vont nous donner leur adresse courriel. Puis là, ça peut coûter 2 $, 3 $, 5 de l'adresse courriel. Puis là, la personne entre dans notre univers via notre infolettre souvent. Et bien sûr, ça nous prend un outil pour analyser, faire le suivi. Donc, que ce soit Google Analytics ou que ce soit c'est pas mal Google Analytics le plus connu. Il y en a qui vont utiliser Matomo, que j'ai entendu beaucoup, qui est un petit peu plus conforme à la loi, aux lois sur la protection des données, la loi 25 notamment, le RGPD en Europe. Mais ça nous prend un outil. Parfois même, il y a un outil natif, par exemple, dans WordPress ou dans d'autres plateformes qui nous permettent d'avoir accès à des statistiques. Donc, on n'a même pas besoin de connecter un outil plus complexe comme, par exemple, Google Analytics, parce que c'est sûr, c'est assez complexe. Souvent, ça prend quelqu'un pour nous aider à l'implanter. Mais, je vous dirais, c'est super important, puis ne lésinez pas sur l'aspect évaluation parce que vous allez mettre des dollars, vous allez mettre du temps, de l'énergie, de l'huile de coude, comme on dit. Ben, si vous n'êtes pas capable d'évaluer les retombées, vous ne saurez pas où mettre les efforts. Donc, ça, c'est super important. Donc, c'est comme un peu le buffet là, que ça nous prend, c'est ces 5 outils-là. Je parle de termes depuis tantôt, de landing page, de lead, etc. Là, je vais rentrer plus dans le concret. C'est quoi la différence entre une landing page et une page normale d'un site web? OK? Ça, je me fais vraiment très souvent demander. Puis pourquoi on dit landing page comme landing, comme atterrissage? Parce qu'une page régulière, on atterrit dessus aussi. Fait que c'est quoi la différence? C'est juste pour. Les termes sont là pour juste distinguer les deux. Donc, la landing page, c'est vraiment un endroit qui a un objectif qui est unique. Une page qui a habituellement un seul objectif, soit des conversions, des inscriptions à une infolette, soit carrément l'achat. Donc, si on est sur une boutique en ligne, la landing page peut servir à vendre vraiment un produit. Puis je dis, tu sais, ça peut être une boutique en ligne, mais ça peut très bien être un produit numérique qui serait on fait notre landing page dans WordPress, dans notre site web, puis le bouton achat redirige vers un outil comme Thrivecart, par exemple, qui nous permet d'acheter. Il y a peu ou pas de navigation sur une landing page. On ne veut pas que les gens soient dérangés, si on veut, par un menu et qu'ils aient envie d'aller cliquer ailleurs. Puis là, bon, ils cliquent ailleurs, le téléphone sonne, ils reviennent à l'écran, puis ils se souviennent comme même plus pourquoi ils étaient là. Ils ferment le navigateur, puis on a disparu dans leur esprit. Donc, on veut vraiment rester sur une landing page qui n'a pas de navigation. OK? Donc, il n'y a pas de menu en haut, ni un footer qui pourrait mener vers d'autres liens à l'intérieur du site web. Aussi, le call to action, donc le CTA, il est clair. L'appel à l'action, c'est sans équivoque. Donc, c'est quoi? Est-ce que c'est de remplir un formulaire de contact? Est-ce que c'est de télécharger quelque chose, d'écouter une vidéo? Le call to action, il est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté, puis il n'y a pas 10 millions de call to action. Le contenu est ciblé et utilise la persuasion, donc du copywriting. On va tantôt lister, si on veut, les bonnes pratiques de ce que devrait contenir une landing page. Le design d'une landing page peut être différent du design du reste du site web. Souvent, on va essayer qu'il y ait quand même un point commun, donc qu'on reste aligné avec le branding de la marque, de l'entreprise, mais on pourrait très bien créer une landing page dans le cadre d'un lancement. Par exemple, j'ai 2 entreprises, j'ai PF Communication, mais j'ai l'entreprise Maman en affaires.
on est en lancement, par exemple, on va faire un lancement sous la thématique Fais le grand saut. Et là, ben, on va avoir des nouvelles photos, des couleurs différentes. Et là, dans la thématique de faire le grand saut, de sauter, donc on pourrait avoir des emojis de trampoline, on pourrait avoir donc des éléments visuels qu'on ne retrouve pas nécessairement dans le reste du site, mais qui est à l'intérieur, par exemple, d'une campagne ou d'un lancement précis. Évidemment, il faut qu'on reconnaisse quand même le branding, les couleurs, mais il peut y avoir des couleurs d'accent. Donc là, c'est là que la créativité, c'est le fun. On peut être un petit peu plus créatif dans une landing page. J'ai Versus, oui, vas-y. je m'excuse, Patricia, j'ai une petite question pour toi. Au début, tu parles de conversion, de lead, de vente, d'inscription, mais comment tu t'y prends pour dire qu'une landing page, performe mieux qu'une autre ou performe bien, en fait? Ça va être vraiment en analysant les statistiques. OK? Donc, si par exemple, l'objectif, c'est d'avoir l'adresse courriel, parce que la page, la landing page en question, c'est une page de capture où on veut capturer l'adresse courriel. Je vais vous lister tantôt les différents types de landing page. Ben, si par exemple, on regarde nos statistiques, qu'on voit que 30% des gens qui arrivent sur la page, donc par exemple, on a dans la journée ou dans le mois, on choisit la période de temps, on voit qu'il y a eu 50 visites sur la page, donc 50 visites uniques d'individus, parce que là, les gens peuvent revenir, Mhm. et qu'on voit qu'on a 20 personnes qui ont laissé leur adresse courriel, bien, ça nous donne sur 50 quand même 40. C'est bien. On veut être peut-être à 50, mais quand on est dans ces eaux-là, c'est intéressant. Là, je parle de quand on est dans des taux de conversion pour des gratuités. OK? Quand OK. c'est quelque chose de payant, si notre audience n'est pas réchauffée, donc si c'est envoyé à froid, c'est comme si je te mets d'en face ma page de vente sur ma formation de création de site web à 1500$, mais tu ne sais pas du tout d'où je viens, qu'est-ce que je fais dans la vie, tu n'as jamais lu mes infolettes. Je suis pas mal certaine que tu ne l'achèteras pas. Donc, c'est ça aussi, c'est quoi le contexte dans lequel la personne elle est exposée à ta landing page. Plus elle est réchauffée, ben, plus ton taux de conversion va être élevé. Mais tu Super, sais, vraiment des taux pertinent. de 30, 40, 50 là, c'est des chiffres qu'on aime quand même bien avoir. C'est sûr qu'on aimerait avoir encore plus élevé, mais donc c'est ça. Fait qu'on analyse nos statistiques. Ouais. Donc, page régulière. Donc, les objectifs peuvent être multiples. Puis, tu sais, une page régulière d'un site web, ça peut être une page d'accueil, c'est une page régulière, une page de service, une page de contact, la page à propos. Puis, tu sais, je pourrais faire une distinction. Par exemple, mettons, je suis une orthophoniste, puis j'ai un site web sur lequel il y a ma page d'accueil. J'ai trois principaux services. Donc, j'ai une page pour chacun des services, puis j'ai ma page contact. Ça, c'est toutes mes pages régulières de mon site web, mais je me fais une landing page parce que j'ai une gratuité qui est un e-book qui mène à une autre landing page un petit peu plus tard dans le processus pour vendre un programme en ligne, par exemple. OK? Donc, j'aurais dans ce cas-ci deux landing pages. Une landing page pour ma gratuité, mon e-book, et une landing page pour la vente de mon programme de formation en ligne. Mais ça n'empêche pas que j'ai mes trois pages de service, j'ai ma page de contact, j'ai ma page d'accueil, j'ai mon site régulier là, qui roule à côté sans problème. Donc, contenu est varié pour éduquer, pour divertir sur notre site web, éduquer via des articles de blog. C'est aussi des articles de blog, c'est des pages. On les appelle des articles, mais en fait, c'est aussi des pages sur notre site web. Puis, c'est sûr que sur ces pages-là, on est 100% aligné avec le branding de notre marque. Il faut vraiment que les gens nous reconnaissent parce qu'ils arrivent sur ces pages-là, ils peuvent être très froids. Hein? Comme on dit, là, nos prospects peuvent être froids, tièdes et chauds. Ben souvent, il va être plus froid là, quand il arrive sur notre site, sur des pages régulières parce qu'ils ont cherché sur Google, par exemple. Donc, c'est vraiment ça la distinction entre les deux. Les termes, pourquoi qu'on dit une landing page, c'est comme ça, on va appeler page d'atterrissage. C'est juste comme, là, quand on comprend les termes, après, on est capable de mieux se comprendre. Donc, voilà. OK, donc les types de landing page.
Il y a la landing page de vente, donc on veut vendre directement un produit ou un service. Ensuite, il peut y avoir la page de type freebie, donc qu'on va appeler une page où on peut télécharger un lead magnet ou on va dire une page de capture. On est là pour capturer des courriels. Donc, on veut collecter des infos sur les prospects, leur nom, leur courriel, en échange d'une offre, que ce soit un e-book, un webinaire, un essai gratuit, une checklist. Et comment ça va fonctionner très souvent, c'est que les gens vont nous donner leur adresse courriel et on va leur envoyer par courriel. Donc, il y a une automatisation derrière qui serait créée, par exemple, dans Cyber Impact. Le premier courriel qui est envoyé, merci de votre confiance. Vous avez qu'à cliquer ici pour télécharger votre e-book gratuit. Il est dans le premier courriel. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est que la page, la thank you page, donc quand la personne a rentré ses coordonnées, la page de remerciement peut contenir la gratuité en question. Mais moi, je préfère toujours l'envoyer par courriel parce que comme ça, je sais que la personne ne va pas le perdre. Parce que dès qu'elle ferme le navigateur, elle l'aura peut-être plus, à moins que si elle ne l'a pas téléchargé, l'outil en question. Ce qui m'amène au quatrième, je vais revenir au troisième et le quatrième, la page de remerciement. C'est aussi une thank you page, une page, c'est-à-dire la thank you page, c'est aussi une landing page. Et très souvent, c'est la page qui va nous permettre de calculer nos conversions parce que c'est comme ça qu'on va savoir que la personne, c'est-à-dire que tu ne peux pas atterrir sur la thank you page si tu n'as pas téléchargé l'outil en question. Donc, ça te permet de savoir si j'ai 30 personnes qui ont vu la thank you page, c'est obligatoirement 30 adresses courriels que j'ai obtenues parce qu'il n'y a pas d'autre manière d'arriver sur cette page-là. Mais c'est aussi considéré comme une landing page. Et très souvent, moi, je vais dire aux gens, là, gâtez-vous là, dans cette page-là. Mettez des liens vers vos réseaux sociaux. Mettez d'autres choses. Bon, la gratuité va venir par courriel, mais mettez, pourquoi pas, un lien vers votre dernier article de blog ou vers votre podcast, un épisode de podcast ou votre chaîne YouTube. Engagez avec la personne déjà pour qu'elle vienne démontrer un intérêt. Un prospect, là, le moment où il est le plus chaud, puis c'est un peu étrange de parler de ça, être chaud, être froid, mais le moment où il est le plus chaud, c'est quand il vient de vous donner son adresse courriel. Là, c'est le moment, là. Allez, c'est opération charme. C'est là qu'on n'attend pas 4 jours avant d'y envoyer par courriel sa gratuité. Il faut que ça se fasse dans les 4 minutes qui suivent. Et c'est à ce moment-là qu'il va être enclin à cliquer pour vous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, la thank you page, utilisez-la à son plein potentiel. C'est pas juste merci, vous recevrez bientôt ma gratuité. Oui, on peut le faire, je le fais, là, c'est correct. Mais allons un peu plus loin, mettez une photo de vous avec le document dans les mains pour dire c'est ça que tu vas recevoir par courriel ou vos réseaux sociaux, etc., etc. Ensuite, la page de type click-through, c'est pour faire passer les visiteurs à une autre page pour finaliser une transaction ou s'inscrire à un service, souvent dans un processus de e-commerce. Ça va être le type de page où, par exemple, on ajoute des choses à notre panier, puis là, on va sur la page du panier. Et à ce moment-là, souvent, si on n'achète pas, c'est là que va s'enclencher un processus où on va recevoir un courriel de marketing automatisé qui va dire: «Ah, vous avez abandonné votre panier, voulez-vous voici les articles que vous avez mis dans votre panier, voulez-vous y retourner? Da, da, da». Donc, c'est aussi, mais c'est plus du côté marketing, là, cette stratégie-là. Et enfin, une liste d'attente. Une liste d'attente, ça peut être facilement créé comme landing page. Donc, si vous avez un produit qui s'en vient ou un service, mais il n'est pas encore prêt, mais vous avez commencé à teaser votre audience sur les réseaux sociaux, vous commencez à en parler, bien, vous pouvez créer de l'engouement. Puis là, c'est le fun parce qu'avec une liste d'attente, on peut aller loin. On peut dire: «OK, tu es inscrit sur la liste d'attente, bien, les 100 premières personnes vont recevoir un cadeau supplémentaire». Donc là, ça incite vraiment les gens à donner leur adresse courriel. J'ai Donc une, voilà pour une que- oui. j'ai une question pour toi, Patricia, là. Je sais que tu en fais quand même beaucoup des landing pages pour tes clients. Puis, je me demandais par curiosité, quand que tu fais des landing pages pour tes clients ou qu'on te demande d'en optimiser, est-ce qu'il y a une erreur commune que tu vois que les gens font, que tu conseilles de ne pas faire? Bien, je dirais que c'est souvent la même erreur qu'on va faire de manière générale en marketing. C'est pas juste sur les landing pages, mais c'est de ne pas prendre conscience de où est ton persona.
Quand il arrive sur ta landing page, là, justement, est-ce qu'il est très, très réchauffé? Est-ce que tu peux y aller avec des arguments un petit peu plus, heu heu, ben, plus agressifs, si on veut? Est-ce que ton persona, tu es conscient de c'est quoi ses objections? C'est quoi ses douleurs? Donc, tu sais, très souvent, on va arriver sur une page, puis ça va décrire le produit. OK, parfait. Il fait tant, il mesure tant par cent. OK. Ça, on le voyait beaucoup dans les e-commerce, OK? Donc, des produits physiques. Bon, Mhm. c'est un livre, il y a 25 pages, OK, ouais, puis what's next, là? Qu'est-ce qui va changer dans ma vie, ce livre-là? Tu sais, donc d'inclure de la persuasion, du storytelling, donc ça, c'est souvent une erreur où, ben, on le fait, tout est là, j'ai mis des photos de mon produit, OK, mais mets-toi dans la peau de ton persona, là. Reviens, prends un petit pas de recul, puis on peut avoir plusieurs landing pages, tu sais, on pourrait avoir en fonction de où la personne se situe là, dans le continuum, là, dans le tunnel, là. Si la personne, elle est pas très, très réchauffée au début, ça peut être une landing page sur laquelle on est plus, peut-être plus généraux, puis en fonction de où est-ce que la personne va cliquer, on va devenir un petit peu plus spécifique. Donc vraiment, mettez-vous dans la peau de votre persona. Je pense que ça, c'est, ben, de manière générale en marketing, on le remarque. Super, Puis, je merci. vais juste renchérir là-dessus, là. Moi, une question que je me fais très souvent poser, c'est quoi la longueur que ma landing page doit avoir? Je je sais pas. Ça dépend de tellement de choses. Tu sais, est-ce que c'est un produit qui prend 12 secondes à expliquer puis qu'en 2 paragraphes, c'est réglé? Ou c'est un produit, c'est une formation de 12 semaines pour, transformationnelle pour devenir, coach PNL? Ça se pourrait qu'elle soit plus longue, cette page-là, tu sais? Fait qu'il y a pas de longueur, il y a pas de nombre de mots magiques. C'est bon. Et qu'est-ce que devraient donc contenir ces landing pages-là? Ben, dans un premier temps, un titre qui est accrocheur, qui va capter l'attention des visiteurs, puis donc tout de suite, on va aller très souvent, on va piquer sur une douleur que la personne a. Donc, par exemple, être tanné de perdre son temps à pas être, tu sais, mettons que tu vends une formation QuickBook. Là, tu dis: «Tu es tanné d'avoir tes factures éparpillées à gauche, à droite, puis de pas être capable de faire ton relevé de taxes à la fin de ton trimestre parce que tout est éparpillé. J'ai la solution pour toi. QuickBook, voici ma formation, da, da, da». On commence tout de suite. On commence pas en disant: «Ma formation de 12 modules dure 12 heures». Non, non, ça, c'est du descriptif. On va le mettre plus loin dans la page. Mais pour capter l'attention, c'est quoi la douleur? Sur quoi on va venir vraiment appuyer pour que la personne se sente interpellée? Fasse comme: «OK, elle comprend mon problème. Probablement qu'elle a la solution à mon problème aussi». Un sous-titre qui est persuasif, donc on continue vraiment dans le copywriting. Ensuite, des visuels qui sont impactants. Images, vidéos, mock-up, infographie. Gâtez-vous, là, ouvrez Canva, là, puis des templates, vous allez en avoir à la tonne. Moi, ce que j'aime beaucoup, tu sais, souvent, il y en a qui vont me dire, ben, ah, c'est une formation en ligne, c'est un produit numérique, j'ai rien à montrer. Mais non, c'est pas vrai. Tu as des vidéos, tu peux mettre des extraits des vidéos de ta formation, tu peux mettre des captures écran, tu peux mettre je vais en montrer tantôt là, sur une page, un mock-up du document, des 4 premières pages du document. Hem, J'avais un site web que j'avais vu une fois qui, eux, c'était la gratuité, en fait, c'est tu donnes ton adresse courriel, puis en échange, tu as accès à un livre. On t'envoie un livre par la poste gratuit. Et ce que la personne demandait, l'entreprise, c'était de quand tu vas recevoir le livre, partage-le, prends une photo puis partage-le sur les réseaux sociaux. Donc là, on est vraiment dans le contenu généré par l'utilisateur, là, le UGC. Donc les utilisateurs carrément se prenaient en photo, probablement qu'il y avait un incitatif de tu peux courir la chance d'avoir un rabais ou je ne sais trop. Si tu prends une photo, tu la postes sur les réseaux sociaux ou tu nous l'envoies ou tu nous tags. Et dans la landing page, dans la page de vente, c'était tapissé de plein de photos des gens avec le livre. Puis le livre était ultra visible au sens que c'était un livre rouge avec l'écriture en blanc. C'était tout. On voyait vraiment très, très bien le titre. Il n'y avait pas d'éléments visuels, qui venaient, déranger la vue. Donc vraiment, on voyait les gens avec leur gros smile qui tenaient le livre, donc ultra concret. On voit le produit, on voit des vraies personnes, donc c'est pas des mannequins ou des photos Shutterstock, des vraies personnes qui tiennent
le livre, on voit l'épaisseur du livre. OK, c'est vrai, je vais vraiment recevoir un livre par la poste. Donc, gênez-vous pas avec ces choses-là, qu'on voit aussi vraiment bien le produit. Ensuite, bon, formulaire de conversion, donc un formulaire qui est simple et évident pour collecter les informations des visiteurs. Si on est sur une landing page qui est de vente, c'est sûr que là, le formulaire va être un petit peu plus élaboré parce que ça va prendre l'adresse, province, code postal, etc., etc., la carte de crédit. Mais si on est sur une landing page qui vise à télécharger un outil gratuit, bien là, on va demander très, très peu d'informations. Moi, je vous dirais les 3 informations de base: nom, prénom, courriel. OK? Si vous voulez demander plus de choses, vous pourriez peut-être demander aux gens, peut-être une question supplémentaire qui est très ciblée dans votre marketing. Par exemple, combien vous avez d'employés? Donc, ça nous donne une idée. Si l'entreprise a 5 employés, on peut se douter qu'elle a un plus petit budget marketing ou un plus petit budget de gestion. Puis si la personne a dit: «Ben, j'ai 30 employés et plus», ça peut être un indicateur. Donc oui, peut-être ça peut être pertinent de poser la question, mais dites-vous toujours: «Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette info-là?» Notamment dans le contexte de la loi 25, de un, mais de 2, ça peut être un irritant, puis la personne va dire: «Non, moi je remplis pas, tu me demandes ma date de fête, tu as pas d'affaire à savoir ça, je m'en vais». Donc ça peut être un irritant, la personne peut refuser donc de remplir. Fait qu'il faut vraiment être très réfléchir. Ça peut être bête là, comme dire: «Oh, on va demander le plus d'infos possible, comme ça on va avoir le plus de jus». Non, c'est pas comme ça que ça marche, il faut faire attention. Heu, appel à l'action, un bouton qui est clair. Inscrivez-vous, téléchargez le document. Et le call to action, on peut le retrouver plusieurs fois dans la page. En fait, il faut le retrouver plusieurs fois parce que surtout si c'est une longue page, le bouton peut se retrouver à plusieurs endroits. Même le même formulaire, là, il peut être 4 fois dans la page là, si c'est nécessaire. Après, ça va être une question de UX, de user experience. On va voir est-ce que c'est pas trop redondant, comment la personne interagit et tout avec la page. Mais, et idéalement, comme je disais, ça prend une sorte de call to action. Moi, des fois, j'en mets 2. Je peux avoir un call to action, achète le produit ou si tu es pas certain, prends un appel découverte avec moi. Donc, j'ai 2 call to action, mais pas plus que 2 call to action différents. Habituellement, c'est ça qu'on va, prôner. Et un contenu qui est convaincant, un texte clair, concis, qui répond aux objections. Là, on est vraiment dans le copywriting. Il faut connaître notre persona, comment on va améliorer sa situation, heu, puis, comment on va transformer sa vie, hein, comment on va faire il va passer du point A au point B. Hem, Moi, quand je vends ma formation, avec Maman en affaires, notre programme, notre membership de 1 an, ben on se dit, tu sais, tu vas partir d'une maman qui se lance en affaires, qui a pas de réseau, tu as personne dans ton entourage qui est entrepreneur, à te mettre à rencontrer des centaines de femmes entrepreneurs, suivre des formations, gagner de la confiance en toi pour faire de ton entreprise un succès. Donc vraiment, le avant et le après. Donc c'est, les points que je voulais, attends, est-ce que j'en ai un autre? Oui, c'est ça. Je voulais montrer des exemples. En fait, j'ai un exemple, mais je me disais peut-être, je sais pas ce que tu en penses, Chloé, si on part sur, la suite, puis qu'on revient après, puis sinon les gens vont pouvoir aussi aller les voir, Ouais, parce que là, je parle beaucoup, hein, fait que faut il y a pas je de vais te laisser problème. je vais te laisser le micro, mais c'est ça pour vous montrer des exemples, mais sinon vous avez les liens ici. Exact, Donc vous allez les recevoir, si jamais. c'est Donc, ça. Si on a le temps à la fin, on les regardera. parfait. Donc, merci Patricia. Maintenant qu'elle nous a parlé des landing pages, un autre élément important à mettre sur vos landing pages ou vos pages de site web, c'est un formulaire pop-up. Dans le fond, c'est quoi un formulaire pop-up? C'est une fenêtre contextuelle qui va apparaître de manière automatique sur une page web. L'objectif, évidemment, c'est de capturer des informations spécifiques sur l'utilisateur, que ce soit une adresse courriel, un nom, ses préférences, etc. Donc, c'est comme ça qu'on va aller chercher des leads, donc des adresses courriels. Je vous ai mis une petite image en bas à droite. C'est les éléments qu'on devrait retrouver sur un formulaire pop-up, donc un titre, un mini texte qui annonce clairement, dans le fond, qu'est-ce que vous allez obtenir. Les champs de saisie, ça, c'est
les informations que vous voulez recueillir sur les contacts. Un champ peut être obligatoire ou non, c'est-à-dire, vous pourriez mettre l'adresse courriel obligatoire, mais le champ non ne le serait pas. Et finalement, le CTA. Quand les gens cliquent dessus, ensuite, il y a une série d'actions qui va arriver. Il y a différents types de déclenchements dans les formulaires pop-up. Premièrement, il y a lorsqu'un visiteur atterrit sur la page web, on peut faire apparaître le formulaire pop-up. Par contre, faites attention. Maintenant, avec les bannières de cookies, il y a trop d'éléments qui apparaissent en même temps. Donc, moi, ici, je conseille toujours de laisser quelques secondes avant de faire apparaître un formulaire pop-up au lieu que tout apparaisse en même temps. Des fois, sur mon cellulaire, il y a tellement de pop-up, c'est fâchant. J'essaie de fermer les fenêtres, ça ne fonctionne pas. Donc, je quitte le site web tout simplement. Il y a aussi, en fonction du temps passé sur la page web, donc ça revient un peu au premier point, vous pourriez décider de le faire apparaître tout de suite ou sinon en fonction d'un certain nombre de secondes. Pour déterminer le nombre de temps pour faire apparaître le formulaire pop-up, vous pouvez aller dans Google Analytics, par exemple, regarder c'est quoi le temps moyen que les gens passent sur votre page web. Si c'est 1 minute 30, on pourrait dire, bon, ben, après 1 minute, on fait apparaître le formulaire pop-up et ainsi de suite. Si vous le faites apparaître après 2 minutes, alors que la moyenne de temps passé, c'est 1 minute 30, ben là, vous risquez de perdre vos chances de générer des leads. Et finalement, la dernière façon pour faire déclencher un formulaire pop-up, c'est selon le mouvement de la souris. Donc, il pourrait être, par exemple, si les gens ont l'intention de quitter votre landing page ou votre page web, donc le curseur va se déplacer vers le X et à ce moment-là, le formulaire pop-up va apparaître. Il y a aussi, si les gens défilent vers le bas, donc je donne un exemple, après 5 défilements, par exemple, ben là, le formulaire pop-up va apparaître. Et sinon, ça peut être aussi lorsque la personne clique sur un lien, que sur votre page web ou votre landing page. Donc, sur la slide suivante, je vous explique. Ça va être la suite sur les formulaires pop-up. Donc, avant d'envoyer un formulaire pop-up, posez-vous les questions suivantes. Premièrement, c'est quoi votre objectif? Est-ce que c'est de collecter des adresses courriels, de faire la promotion d'une offre, d'un service? Est-ce que c'est de générer des leads? Bref, demandez-vous d'abord pourquoi est-ce que vous mettez le formulaire pop-up. Allez pas le mettre là si vous ne savez pas pourquoi dans le fond, puis vous le faites juste parce que tout le monde le fait. Ensuite, c'est demandez-vous c'est qui la cible, dans le fond, pour ce formulaire pop-up-là. Par exemple, tu sais, si votre but, c'est seulement d'informer les gens au travers d'articles de blog, ben peut-être allez pas mettre votre formulaire pop-up qui apparaît sur la page d'accueil. Mettez-la plutôt justement dans la section blog de votre site web. Comme ça, c'est plus pertinent pour le public cible. Finalement, demandez-vous quelle information est-ce que vous avez besoin de collecter. Patricia l'a mentionné, mais avec la loi 25, il faut faire attention. Il faut seulement collecter les informations dont on va réellement se servir. Si vous ne vous en servez pas, ne le demandez pas. De plus, généralement, les pop-up vont mieux convertir si vous posez le moins de champs. Donc, généralement, je conseille le nom, prénom, adresse courriel, ça finit là. Si vous voulez avoir plus d'informations, ça pourra se faire par la suite en faisant des campagnes de marketing par courriel. Vous allez être capable d'apprendre à connaître justement les gens qui ont donné leurs informations, c'est quoi leurs intérêts et ainsi de suite. Et la dernière question que vous devez vous poser, c'est est-ce que ça vaut la peine d'interrompre la navigation des utilisateurs pour faire apparaître un formulaire pop-up? Si vous dites qu'il n'y a pas de plus-value à votre formulaire pop-up ou que vous collectez des adresses courriels, mais que dans le fond, vous n'allez rien faire avec, bien là, c'est peut-être pas pertinent que votre formulaire pop-up soit sur cette page-là ou sur une landing page. Finalement, faites attention, n'abusez pas. Les formulaires pop-up, on peut en mettre plein de différents styles sur différentes pages d'un article de blog, etc. Donc, limitez-vous, pas plus qu'un pop-up, mettez-en pas sur toutes les pages, sinon ça va devenir vraiment agressant pour la personne qui navigue sur votre site web. Donc, ça, c'est vraiment les questions de base à vous demander pour les formulaires pop-up. Sur la prochaine diapositive, je vous explique dans le fond, c'est quoi les différents formulaires qui peuvent exister. Premièrement, il y a le standard, je dirais, c'est le formulaire d'abonnement à une infolettre. Donc, ici, on va encourager les gens à s'inscrire à une infolettre pour recevoir que ce soit des mises à jour sur votre contenu, recevoir du contenu exclusif,
obtenir de l'information, il y a plusieurs possibilités. Ensuite, il y a le pop-up promotionnel, comme on peut voir dans l'image de droite que j'ai mis pour Café Saint-Henri. Donc ici, on veut donner un incitatif pour que les gens effectuent un achat. Donc, si les gens s'abonnent, ils vont recevoir un code promo de 10 de rabais. C'est très commun dans tout ce qui est e-commerce ou peu importe qu'est-ce que les gens vendent. Ça peut aussi être pour des formations en ligne, par exemple, je ne sais pas moi, abonnez-vous à notre infolette et recevez un rabais pour notre première formation, par exemple. Vous pourriez aussi offrir un cadeau gratuit si les gens s'abonnent. Donc, au lieu d'offrir un rabais, dans ce cas-ci, on pourrait dire, ben, on vous offre un guide pour bien débuter dans la plateforme, par exemple. Ça peut aussi être un pop-up pour demander une démonstration ou un essai. Ça peut être très pratique, ce type de pop-up, surtout sur les entreprises qui sont logicielles, donc un peu comme Cyber Impact. Ça peut être un peu plus compliqué parce qu'il y a une courbe d'apprentissage pour utiliser le produit. C'est pas quelque chose de physique. Donc, souvent, l'utilisateur va avoir besoin de plus d'informations pour décider de convertir en client. Donc, les démonstrations, souvent, sont très appréciées. On peut donc faire apparaître un formulaire pop-up pour ça. Ça peut être aussi pour télécharger une pièce de contenu carrément. Un formulaire qui apparaît qui dit, par exemple, la personne est sur un article de blog qui parle de marketing automatisé, ben nécessairement, elle a un intérêt pour le marketing automatisé. On préfère apparaître un formulaire pop-up qui dit, «Télécharger notre guide sur le marketing automatisé et en échange d'une adresse courriel». Donc, c'est sûr que la personne a plus de chances d'être intéressée. Ça peut être aussi pour une inscription à un événement, que ce soit un webinaire, un événement qui a lieu, en personne, pour une retraite de yoga, il y a plein de possibilités. Ça peut être aussi pour demander du feedback. Cela est moins utilisé généralement, les gens vont plus faire ça par courriel, mais vous pouvez quand même le demander, qu'est-ce que vous avez pensé de votre récent achat, par exemple? Et finalement, un formulaire pop-up pour, demander des contacts. Vous pourriez décider de le faire apparaître sur la page de contact d'une entreprise. Si justement, si la personne, ne sait pas, il lui manque de l'information, elle ne sait pas trop où aller, ben là, vous faites simplement apparaître le pop-up qui dit, «Vous n'avez pas on n'a pas répondu à vos questions, vous avez des questions, ben écrivez-nous ici». Donc, voilà les différents types de formulaires pop-up qui existent. Ici, je vous ai mis un exemple avec, Adviso. Ici, c'est pas une landing page, c'est vraiment la section blog du site web, qui propose un pop-up dans le fond latéral en bas à droite. C'est moins intrusif, c'est plus subtil. Donc, si les gens veulent avoir plus d'informations sur, par exemple, sur le marketing en général, ben, ils peuvent s'abonner à leur infolettre. L'autre exemple suivant, c'est avec, la marque de linge Women's. Ici, c'est un type de formulaire standard, donc ça veut dire que c'est en plein milieu de l'écran. C'est pas full screen, ça prend pas toute la place, mais le fond est flouté. C'est généralement, je dirais, les formulaires pop-up les plus utilisés et ici, on montre l'exemple avec un code promotionnel en échange de s'abonner à l'infolettre. Finalement, Heu, le prochain ah oui, petite excuse, question pour non, mais petite question pour toi. Tu sais, là, je vois que le X, il est super facile, il est super ouais. visible. Ça aussi, il y a des pratiques, des bonnes pratiques de faire en sorte que la personne ne cherche pas le X pour le fermer. Parce que là, tu sais, souvent, on va amener. C'est comme un wall, en fait. C'est comme s'il y avait un mur qui s'était comme installé entre l'écran, entre le site et la personne. Mais très rapidement, la personne peut cliquer. Est-ce que ça, vous avez des pratiques à respecter par rapport à ça? Honnêtement, moi, je me dis toujours, je veux, que l'utilisateur vive la meilleure des expériences. Ce Mhm. que je vois souvent, c'est que le X est souvent en évidence. Sinon, les gens n'ont même pas besoin de cliquer sur le X. S'ils cliquent dans le vide à côté, le formulaire pop-up disparaît. Exact, Et c'est ça. dernièrement, ce qui arrive aussi, c'est que le formulaire pop-up ne s'efface pas. Mettons, tu accroches là, puis tu cliques dans le vide, mais toi, tu voulais t'abonner à l'infolette. Ouais, Souvent, maintenant, on va retrouver en bas, à gauche de l'écran, un petit rond qui dit comme reclique dessus, puis là, le pop-up va réapparaître. va Ça, c'est revenir. Ouais, surtout, dans le e-commerce, par exemple, parce qu'il y a des promotions en échange. Sinon, vous pourriez très bien faire apparaître le pop-up sur une autre page, à condition que la personne ne l'ait pas complété sur la page d'avant. Tu sais, il y a plein de stratégies autour de ça, là. c'est ça. OK. Le suivant. Oui, donc ici, c'est un exemple justement, qu'on offre un contenu gratuit à valeur ajoutée en échange, de plus d'informations ici. Il y a 2 utilisations qui sont faites. Il y a premièrement, on demande des infos, on va dire qu'on va envoyer le guide,
mais en plus, l'entreprise demande: «Prévoyez-vous avoir besoin de services marketing bientôt?» Donc, le Mhm. but derrière ça, c'est: OK, la personne elle a un intérêt, mais est-ce qu'elle a besoin d'accompagnement aussi? Et si la personne dit oui, ben là, comme Patricia l'a dit tantôt, ben ça risque d'être un lead très chaud, très, potentiel pour vous de faire de l'argent. Absolument. Puis qu'est-ce qui est bien aussi, c'est que là, on voit qu'il est pas obligatoire. Donc, que la personne a ici, on voit que le seul champ qui est obligatoire, c'est le email. Donc, ça, c'est vraiment une bonne pratique parce qu'on n'oblige pas du tout la personne à répondre à cette question-là, là. En l'occurrence, est-ce que vous avez besoin de marketing web dans les 3 prochains mois? Exact, sinon vous risquez de perdre des leads justement. Quand il y a trop de questions ou quand c'est des questions que tu ne sais pas la réponse, dans le fond, que ça ne te tente pas de le dire, ben, tu Ouais, es ou mieux que de tu pas le comprends faire. pas pourquoi qu'on te la pose, tu sais? Tu sais, Exact. mettons là, dans certaines sphères, si on me demande ma date de naissance, mais qu'on m'écrit que c'est pour, ben, peut-être pas la date au complet, peut-être pas l'année de naissance, mais le jour et le mois, puis qu'on me dit: «On va vous envoyer un rabais», tu sais, les bijoux Mia font ça. Tu sais, dans les trucs, le bijou, le maquillage, les trucs, les vêtements, OK, je vais peut-être être plus je vais être ouverte à laisser ma date de naissance ou je vais peut-être même pas mettre la bonne, peu importe, mais je recevrai un code promo pareil à une date, quelconque dans l'année. Mais dans d'autres cas, pourquoi tu me demanderais tu sais, comme ici, s'il me demande ma date de naissance, non, là, non, c'est pas de vos affaires, tu sais? Fait que c'est ça, c'est de voir la pertinence puis expliquer aussi. C'est ça il peut y avoir une ligne en dessous qui le dit: «Vous recevrez un 20 de rabais le jour de votre anniversaire», tu sais? Puis là, les gens vont être contents puis ils vont le remplir, tu sais? C'est ça, c'est important d'être clair et transparent surtout. Ouais, Tu demander trop d'informations pour rien, puis c'est pas qu'est-ce qu'il va en faire, c'est personnellement, moi, je trouve ça frustrant. Donc, ouais, d'être ouais, transparent là-dedans. ouais, absolument. Donc maintenant qu'on a parlé des landing pages, ah oui, non, j'ai oublié, excusez-moi. Les statistiques, je ne veux pas rentrer en profondeur dedans parce que vous allez les avoir, puis il y a les sources sur chacune, mais en gros, ce qui est important de retenir, c'est que ça peut être un outil super pertinent pour augmenter vos chances de conversion d'une landing page. Des fois, juste d'avoir un pop-up qui apparaît à la fin, ça peut être un dernier élément pour euh, convertir la personne, qu'elle ait de l'intérêt. C'est comme votre dernière chance, un peu, si je peux dire ça. Donc, c'est ça, je ne rentrerai pas en profondeur. Je vais aller tout de suite dans le marketing par courriel, étant Ouais, donné que on a beaucoup d'informations à dire. Donc, une fois que la landing page est fait, que le formulaire pop-up est fait, ben là, évidemment, il faut, envoyer des communications au client parce qu'il s'est abonné à quelque chose, il s'attend à recevoir quelque chose en échange, évidemment. Et c'est quoi mmh. du lead nurturing? En français, on va dire nourrir les prospects. Ça sonne un peu moins bien, là, mais C'est en tout le gros, ce temps que ça, hein? En ouais, anglais, c'est toujours mieux. c'est ça. Excusez pour l'anglicisme, mais je vais rester avec lead nurturing. Donc, c'est quoi la définition? C'est une stratégie marketing qui consiste à entretenir et développer des relations avec des prospects ou des clients tout au long de leur parcours d'achat. Puis, juste pour faire une comparaison, avant le lead nurturing, c'était juste des courriels. Il y avait pas de segmentation, il était pas personnalisé. On te mettait d'en face tout de suite, le produit, c'était très orienté vers la vente. Alors qu'aujourd'hui, c'est complètement différent. Le lead nurturing, premièrement, c'est multicanal, donc ça peut être marketing par courriel, ça peut être réseaux sociaux, ça peut être par messagerie. C'est vraiment varié. Mais ce qui est important, c'est aujourd'hui, on veut surtout parler du marketing par courriel, étant donné que c'est un des outils qui a le meilleur retour sur investissement. Mais aujourd'hui, c'est surtout orienté plus vers, par exemple, répondre à des besoins des clients, répondre à des problèmes, informer, les guider pour faire une meilleure décision. Donc, on est plus dans l'information que de mettre d'en face la personne. Tiens, voici mon produit, achète-le. Donc, je vous ai mis le j'ai mis la pyramide à l'envers. Faut croire que j'étais mêlée, là. Normalement, ça devrait être un entonnoir, donc plus haut vers le haut et plus mince vers le bas. Ouais, c'est La ça, première étape, l'entonnoir inversé, ouais. c'est ça, il est à l'envers, OK? Hem, fait qu'évidemment, au début, vous voulez attirer les prospects, ça va plus être la notoriété, donc vous allez parler de votre branding, de vous, de votre entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a à offrir. Ensuite, c'est d'informer. Donc les gens, ils considèrent, ils savent qu'ils ont besoin de votre produit, mais sont dans la recherche d'informations. Ils ont besoin de savoir plus de choses avant de décider de passer à l'achat. Ensuite, il y a la conversion. Donc, ici, vous pourriez offrir des guides comparatifs,
envoyer des promotions. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. La personne est chaude, est prête à passer à l'action et faire un achat. Et finalement, la dernière étape que les gens oublient très souvent, c'est, intéresser slash fidéliser. On dit toujours que c'est plus facile de conserver des clients que d'en chercher de nouveaux. Donc si vous les fidélisez, ben, il y a peut-être des chances qu'ils refassent affaire avec vous, pour le futur. Donc, c'est quoi l'importance du lead nurturing? C'est premièrement, c'est de cultiver des relations, sur le long terme, justement, en leur fournissant des informations pertinentes, utiles à chaque étape de leur parcours d'achat pour, renforcer leur confiance et leur engagement avec eux. Ça permet aussi de répondre aux besoins, par exemple, en comprenant les besoins spécifiques ou les problèmes de vos personas. Ben, le lead nurturing, ça vous permet justement de leur offrir du contenu adapté, vraiment spécifique selon leurs besoins. Ça permet aussi d'éduquer les prospects. Des fois, ils peuvent avoir une idée préconçue sur un produit, un service. Ben, en faisant du lead nurturing, donc du marketing par courriel, ça va peut-être justement les aider à réaliser que, OK, finalement, ce qu'ils pensaient du produit ou du service ou leur objection, finalement, n'était pas fondée, en fait. Donc, ça peut servir à ça. Aussi à maintenir l'intérêt. Donc, les gens sont super occupés aujourd'hui. On a 3 millions de choses à faire, mais en restant tout le temps en contact, avec, dans le fond, vos prospects ou vos abonnés, ben ça permet justement d'entretenir une relation. Ils vont pas vous oublier. Ça permet d'être resté présent dans leur esprit aussi. Finalement, ça Mmh. permet, d'identifier les opportunités. Tantôt, justement, Patricia, elle te parlait de prospects vraiment chauds. Moi, je fais ce que j'appelle du lead scoring. Donc, selon l'engagement des gens avec mes courriels, comment qu'ils interagissent, s'ils sont intéressés, est-ce qu'ils ouvrent mes courriels, oui, non, je vais leur attribuer un score. Donc, mettons, Mmh. un abonné qui ouvre 100 de mes courriels, qui clique sur tous mes liens, pour moi, ça va être un prospect que je vais qualifier de 10 sur 10. Je vais l'envoyer aux ventes. Il n'est pas client, il clique sur tout, il doit avoir un intérêt vraiment fort pour, par exemple, notre entreprise. Donc, voilà, on faut faire une rencontre puis envoyer une démo, un rabais, bref. Il est chaud, il est le temps de faire quelque chose. Ouais, exactement. Ah, puis ça, je trouve que c'est merveilleux. Les outils nous permettent très souvent, les gens s'arrêtent juste avant ça. Donc les stratèges, les gens en marketing ou quand on fait notre propre marketing, fait que ça, ouais, c'est un super bon point de ta part. Exact, vraiment. Puis, sinon, des conseils rapides lorsque vous faites, votre marketing par courriel slash lead nurturing, faites de la segmentation. Donc quand je parle de segmentation, ça peut être vos groupes, comment vous regroupez vos communications. Tu sais, votre discours va pas être pareil pour quelqu'un qui vient d'arriver, qui vient de s'abonner versus quelqu'un qui est abonné depuis 1 an. Il ne sera pas au même endroit dans son parcours d'achat non plus. Donc adaptez vos communications en fonction de ça. Ici, quand je parle de personnalisation, c'est pas juste de mettre dans la ligne d'objet du courriel «Bonjour Georges». Non, la personnalisation, Mmh. ça peut aller vraiment plus loin que ça. Donc, une fois que vous apprenez à connaître vos abonnés, vous pouvez envoyer des formulaires de mise à jour du profil. C'est pour connaître les intérêts des gens. Est-ce qu'eux, sont végétariens? Tu sais, si vous êtes une entreprise de barbecue, c'est peut-être pertinent de le savoir. Envoyez pas des recettes de gros steaks à quelqu'un qui est végétarien, vous risquez de l'offusquer plus que d'autres choses. Ça peut être des recettes végétariennes. Donc, la personnalisation, c'est aussi d'envoyer du contenu adapté pour vos personas. Finalement, c'est de faire du marketing automatisé. Donc, ça va être de bâtir des scénarios automatisés. Ça peut se faire sur 1 mois, 3 mois. C'est lent à mettre en place au début, mais après, vous n'avez rien à faire. Tout se fait tout seul. Vos envois sont tous setés. Je vais vous montrer un exemple juste après. Et finalement, super important, offrir du contenu à valeur ajoutée. Donc, quand que je parle de contenu, ça peut être des livres blancs, des études de cas, des modèles, parler de statistiques de l'industrie, quelque chose de pertinent pour votre lecteur. Et quand je dis du contenu à valeur ajoutée, ça doit être pertinent, original, ça doit démontrer une certaine expertise, ça doit avoir une valeur éducative aussi. Donc, je ne sais pas si toi, Patricia, tu as comme un petit 10 minutes, de plus à la fin pour Oui, répondre aux questions? Ouais, oui. parfait, OK, super. Donc, ici, je vous ai mis un exemple très, très simple d'un parcours de marketing par courriel automatisé, j'ai pris, par exemple, une agence de voyage. Donc, une fois que la personne complète le formulaire pop-up, elle est inscrite, dans le fond, à vos listes d'infolettres.
L'action qui est déclenchée par la suite, c'est de lui envoyer un courriel de bienvenue parce que elle vient de passer une action, nécessairement, elle attend quelque chose en retour. Donc, envoyez un courriel de bienvenue. Dedans, vous pourriez présenter qui est votre agence de voyage, c'est quoi vos valeurs, qu'est-ce que vous êtes, en quoi vous êtes différent des autres agences de voyage. Bref, il y a une foule de choses que vous pouvez faire dans un courriel de bienvenue. Ensuite, vous pourriez décider, OK, si la personne elle a ouvert mon courriel de bienvenue, ben là, il va y avoir une série d'actions, puis si elle l'ouvre pas, ben, on arrête là, on lui envoie plus de communication. Normalement, j'arrêterais pas le parcours aussi vite, mais là, je vous ai mis un exemple très rapide. Donc, si la personne, elle ouvrait le courriel, elle a un intérêt, OK, on va lui envoyer, le top 10 des destinations voyage, avec des forfaits parce qu'on est une agence de voyage. Donc, si la personne s'est abonnée, nécessairement, elle veut des conseils voyage ou des destinations. Et là, encore une fois, si la personne a ouvert le courriel ou cliqué sur un lien, bon, on va lui envoyer un code promo pour qu'elle convertisse tout de suite parce qu'elle est très chaude, elle a un intérêt. Puis si elle n'a pas ouvert le courriel, ben OK, ça y en prend plus pour convertir comme client. On va y envoyer des témoignages de clients qui ont fait affaire avec nous, qui ont booké des voyages, qui ont vraiment aimé leur expérience. Donc, ça, c'est un scénario très simple. Par Mmh. exemple, on en a qui durent sur 3 mois, ça peut être super élaboré. Il y a une foule de possibilités. Dans Cyber Impact, vous pouvez créer autant de scénarios automatiques que vous voulez et de formulaires pop-up. Donc, je conseille d'aller jeter un coup. Puis c'est vrai, c'est pas mal qu'est-ce qui fait le tour sur la présentation aujourd'hui. Désolée, on déborde un peu dans le temps. On va maintenant rentrer dans la période de questions et réponses. On en a des super pertinentes. Donc, Patricia, j'ai une question pour toi ici. Ouais. Il y a quelqu'un qui demande si j'ai un produit d'abonnement à vendre. Est-ce que c'est mieux de le vendre sur une landing page ou d'avoir une page avec les mêmes informations comme page de vente dans mon site web qui sera plus intégrée avec le menu et le même look? Les 2. Moi, j'ai, une page de parce que c'est ça, je suis un peu dans cette situation-là où j'ai de la formation c'est pour, WordPress, créer ton site web avec WordPress. Ben, j'ai une page qui explique ce service-là, c'est un service, une formation en ligne dans mon site web. Elle est une page plus régulière comme les autres pages, elle fait partie de mon menu. Par contre, j'ai une autre page qui est une page de vente sans le menu, donc vraiment landing page qui, elle, est envoyée. Tu peux atterrir sur cette page-là juste si tu es dans mes tunnels de vente. Donc, tu la vois pas autrement parce qu'elle est plus comme agressive, un petit peu plus, quand je dis agressif, on s'entend, là, mais tu sais, plus dans la persuasion que dans l'information. Parce que justement, la personne est beaucoup plus chaude. Fait que j'ai les deux. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est si il y a du contenu qui est similaire, il faut s'assurer que les deux pages ne sont pas indexées. Donc, moi, ce que je ferais, c'est que je conseillerais de désindexer de Google la landing page, la page de vente, parce que de toute façon, notre but, c'est pas que monsieur, madame, tout le monde arrive via Google dessus. Les gens vont arriver dessus parce qu'ils sont abonnés à l'intérieur d'un tunnel de vente, finalement. C'est ça. Puis aussi, tu sais, souvent, les landing pages, ils vont être reliés, comme on a parlé un peu plus tôt, à des publicités sur les réseaux sociaux. On veut pas nécessairement que la personne elle arrive sur le site web, c'est trop large, et elle risque de se perdre dans toutes les informations qu'il y a d'un site web versus la landing page, c'est clair. Tu sais, c'est Absolument. Tout à fait. Puis, tu sais, je vois dans les questions-réponses, là, dans Zoom, il y a Eric qui demandait, donc si j'ai bien compris, tu proscris la pratique de mettre un lien dans le footer vers le site de l'entreprise sur une landing page? Oui, parce que c'est quoi l'objectif? C'est pas que la personne continue à aller visiter notre site. Ça, tu pourras le mettre dans la thank you page. Le but, si c'est de vendre ou d'avoir une adresse courriel, il faut toujours revenir à notre objectif de base. Tu sais, tantôt, tu me disais, c'est quoi une des erreurs que les gens font, là? Ça en fait partie d'avoir trop d'appels à l'action, puis que la personne se perde. Parce qu'en ce moment, là, on ne veut pas qu'elle ait navigué sur notre site, là. Elle le fera plus tard. Là, on veut son courriel via un formulaire intégré, via un pop-up, comme tu l'as expliqué, ou d'autres stratégies. Fait que non, je mets pas en footer un lien vers le reste du site web. Non. parfait. Puis il y a Sandra qui ressemble un peu à la question. Elle dit, dans le fond, tu conseilles d'avoir un lien de mon site vers la landing page, mais pas l'inverse. Ben, elle pourrait être accessible quand même sur ton site, la landing page. C'est juste, je pense pas que les gens, dans la vie, tu cherches pas une landing page de vente, là, tu sais, il y a une raison pour laquelle tu atterris dessus. Mais oui, on pourrait dire oui dans ce cas-ci quand même, là. Ouais. Il y a Pierre-Marie qui dit: «Bonjour, je vends des produits qui nécessitent beaucoup d'éducation, d'information. C'est un mode de vie qu'on adopte.
Vaut-il mieux dans une page produit que ce soit très factuel, très dimension, poids, caractère, technique, ou bien donner beaucoup d'infos, persuader le prospect, l'informer encore sur la page produit? Moi, j'irais plus pour la deuxième option parce que les dimensions, poids, caractéristiques, tu sais, mettons, c'est-tu 12 séances ou 13, je m'en fous. C'est pas ça qui va faire que je vais acheter. C'est sûr, il faut que cette info-là se retrouve dans la page, mais pas comme information principale. Puis c'est sûr que si tu vends quelque chose qui est pour un changement de mode de vie, on s'entend que la landing page, elle va être costaude, là. Elle va être longue à rédiger, il va vraiment avoir une analyse, puis elle va sûrement bouger avec le temps. Tu vas te rendre compte, ah, je vais peut-être, tu sais, tel truc fonctionne moins bien. Tu peux faire du A/B testing, on n'en a pas parlé, mais tu peux, c'est une option aussi qui existe, donc de tester 2 versions puis voir c'est laquelle qui fonctionne le mieux. Hem, mais tu sais, moi souvent, les caractéristiques là, les dates, par exemple, ça va se retrouver là, peut-être dans le 2 tiers de la page, là. Le calendrier de la formation ou le nombre de fichiers PDF que tu vas recevoir, c'est des caractéristiques, ça peut aller plus loin dans la page. Exact. Puis, je pense qu'il faut pas oublier c'est qui tes personas, puis répondre à leurs besoins. Le seul moment où je vois que ça serait pertinent de mettre la dimension, le poids, puis d'être super caractéristique, c'est que je pense à mon conjoint qui est ingénieur mécanique. Puis lui, c'est exactement cette information-là qu'il va avoir. C'est dans l'aéronautique, c'est super précis. Ils veulent cette information-là. Fait que là, oui, OK, ton persona, c'est ce genre. Lui, il a besoin de cette information-là, mais si tu Tellement. t'adresses à monsieur, madame, tout le monde, ne va pas mettre trop d'informations, tu risques de les perdre dans tout ça, là. Absolument, c'est tellement de connaître son persona, tu l'as dit. C'est ça. Heu, puis Pierre-Marie posait la même question, pas une question, mais un commentaire, il disait: «Pop-up égale frustration dans le UX». Ben, tu as donné des super bonnes astuces pour qu'il y ait pas de frustration. Mais moi, j'ai envie de dire, tu sais, s'il y a encore des pop-up, là, c'est parce que ça fonctionne. Parce que sinon, on n'en mettrait plus, OK? Donc, si vous en voyez encore, c'est parce que ça fonctionne. On t'a mis des statistiques, là, vous allez pouvoir y retourner. Tu sais, quand tu es capable de grabber 4 de plus de gens, là, tu sais, 4 leads là, sur 100 personnes qui visitent ton site, là, c'est toujours bien 4 personnes que tu peux réussir à convertir. Fait que s'il y en a encore, c'est parce que ça fonctionne. Mais après, il y a des bonnes pratiques, puis il y a des moins bonnes pratiques. Les moins bonnes pratiques, ben si tu vas voir un gros pop-up dégueu qui apparaît puis que tu n'es même pas capable de cliquer, va voir le taux de conversion, là, ça sera pas beau. Mais un pop-up qui est super bien intégré, qui apparaît après un certain nombre de temps, qui est facile à fermer, qui se retrouve, comme tu disais, pas loin, qu'on peut recliquer dessus. Pourquoi qu'on s'en priverait, tu sais? Je trouve ça drôle, là, il y a Karine qui a écrit dans le chat: «J'envoie des pop-up à mon fils pour qu'il fasse son ménage». Ah, c'est bon! Ouais, c'est une joke, là. Bon truc, Karine. Oui, c'est ça, c'est bon, Karine. Ouais. Ah, bah, boy. Ouais, ouais. Non, je pense pas que ça marche, Karine, hein. Il y avait aussi dans les, commentaires, dans les questions, selon la loi antipourelle canadienne, ne doit-on pas ajouter une case à cocher pour confirmer le consentement pour recevoir des infolettes, premier opt-in? Oui. Qu'est-ce que tu répondrais à ça, toi? Mais dans le fond, c'est sûr qu'avec Cyber Impact, nous, on encourage le double opt-in. Ce que ça veut dire, Mmh. c'est que quand la personne, elle va envoyer, ben, elle va inscrire son courriel, c'est qu'en plus, elle va recevoir un courriel qui demande de confirmer que c'est bel et bien elle qui a, premièrement, rempli le champ de courriel et non un robot. Et en confirmant sur le lien, ben là, ça va confirmer son inscription. Ça, justement, c'est une très bonne pratique pour la loi anti-canadienne. Techniquement, le simple opt-in, donc le premier opt-in, respecte la loi canadienne anti-pourriel. Donc, vous n'êtes pas obligé, mais nous, on n'arrête pas de pousser pour mettre le double opt-in. Ça vous évite aussi d'avoir des courriels de robots, des cochonneries, ou que ce soit quelqu'un d'autre qui a mis le courriel d'une autre personne pour aucune raison. Donc, Mmh. c'est ça. Je conseille le double opt-in, mais c'est quand même légal, le simple opt-in. Puis la case à cocher, c'est quand le formulaire, il y a un autre objectif. Tu sais, comme j'en ai Mhm. un sur mon site, le formulaire, il y a un autre objectif qui est un formulaire de contact, mais en dessous, tu sais, je peux peut-être le partager rapidement, là. En dessous, j'ai ça ici, puis ça dit: «Je souhaite recevoir l'infolette de PF Communication». Fait que si la personne m'écrit, mais qu'elle ne coche pas, là, je peux pas l'abonner à mon infolette. Mais si la personne, c'est un pop-up qui clairement, ça dit: «Abonnement infolette», là, c'est clair, là. C'est expliqué, en fait, pourquoi que la personne nous donne ses coordonnées. Donc on est correct.
Exact, vous n'avez pas besoin de mettre la case à cocher si vous énoncez clairement dans le texte et le titre, qu'est-ce qui va se passer si la personne s'abonne. Donc, abonnez-vous à l'infolette, c'est clair, pas besoin de mettre en plus une option de cocher qui confirme encore ce que vous venez de dire plus haut. C'est Puis ça. excuse-moi, vas-y Patricia. Ben, j'allais avec une dernière question. Comment tester 2 landing pages? Je ne sais pas si c'était ça que tu allais dire, Oui, c'est ça. Stéphane. Ben, en fait, il y a plusieurs façons de faire des tests. Ce qu'on peut faire, c'est que, par exemple, la moitié de notre liste courriel, on pourrait leur envoyer. Puis ça dépend les contextes. Il y a des moments où faire des tests, là, tu sais, si tu un petit bassin, tu as pas encore beaucoup de gens dans ta liste, c'est peut-être pas pertinent. Mais quand tu vas avoir un plus gros volume, par exemple, tu pourrais dire 50 des gens dans ma liste, je leur envoie cette landing page-là. Donc, quand ils vont cliquer dans le courriel, ils vont ouvrir cette landing page-là. Puis 50 une autre landing page. Il y a le même contenu, mais j'inverse les sections ou on dit tout le temps, les boutons sont rouges, les boutons sont bleus. On s'entend que c'est plus élaboré que ça, mais il y a des éléments du design qui sont un petit peu différents. Puis là, tu vas voir laquelle fonctionne le mieux. Puis après, ben, aux autres, tu vas tout envoyer celle qui fonctionne le mieux. Mais c'est un peu controversé, les A/B testing. Il y en a qui, on peut l'essayer avec les objets de courriel aussi, voir c'est quel type d'objets de courriel qui font qu'on a un plus gros taux d'ouverture. C'est dans les stratégies qu'on peut mettre en place. Exact. Fait que merci tout le monde d'avoir été là. Merci. Je suis désolée, on a un peu dépassé le temps, mais ça valait la peine. Oui, Merci Patricia d'avoir ça accepté fait mon plaisir. invitation. C'est super gentil. Je vous souhaite une super belle journée tout le monde. Vous allez recevoir l'enregistrement ainsi que la présentation par courriel en début de semaine prochaine. Donc, merci. À Merci la beaucoup. Merci à prochaine. toi, Chloé. Merci. Bye Bye. bye.